un gros plan à certains endroits de la commune d'Adjamé, difficultés pour circuler, installation anarchique des commerçants et insécurité. On en parle ce soir. On évoquera aussi cette mobilisation des ONG contre le viol dans le Tongpi, la région épinglée pour son fort taux de cas de viol sur des mineurs. Pour l'éphéméride, l'on s'intéressera au 6 juillet 1917. Ce jour-là, Akaba, ville portuaire stratégique de la mer Rouge, tombe aux mains des Arabes. L'opération est menée par Thomas Edouard Lawrence, dit Laurence d'Arabie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, prenons la direction d'Adjamé. On s'intéresse particulièrement à deux endroits de la commune, la voie menant à l'immeuble Mirador et les environs de l'ex-cinéma Liberté. Difficile, c'est vrai, d'y circuler. Installation anarchique des commerçants et insécurité sont le lot des usagers. Honorine Anigori est notre guide. Stationnement anarchique des véhicules, mauvais dépassement. C'est le tableau sombre qui nous est donné de voir sur la voie de l'ex-cinéma Liberté ainsi que sur la voie de Mirador dans la commune d'Adjamé. Une situation qui crée beaucoup de désagréments aux populations. Sincèrement, ce n'est pas en sécurité. Ce n'est pas en sécurité avec les voitures qui nous coincent, avec les marchands à côté, tout ça, c'est difficile. Nous, on interpelle les dirigeants afin qu'ils fassent quelque chose pour nous. Des désagréments, Viviane Dongo en a subi. Elle affirme avoir été agressée sur ces taxes de l'ex-cinéma Liberté. Vraiment ici, il y a des ordonnances, on a besoin d'un maire pour venir arranger ici. Nous, on a peur de passer ici. Moi, on m'a agressé, ça ne fait même pas 2 semaines. Ajouté à l'indiscipline et à l'incivisme des automobilistes, il y a également le désordre que créent les commerçants ambulants. Les robes sont à 1000 francs ici. C'est très dangereux, nous-mêmes nous le savons, mais on n'a pas le choix. C'est ça qu'on fait pour que nous on puisse pouvoir nourrir un peu nos petites familles. Puisqu'on ne peut pas aller voler, on est là, on se débrouille un peu. Les chauffeurs de véhicules en commun, appelés communément Baka, mettent en cause le mauvais état de la route, même s'ils reconnaissent de passage leur responsabilité quant au mauvais stationnement. Entre nous-mêmes les chauffeurs là, voilà, il y a les mauvais chauffeurs et puis il y a les bons chauffeurs. Dépassement haute là, aller avec les autres, il y a d'autres là quand ils roulent et ils ne pensent pas aussi à leur vie, bon là je ne sais pas. Mais si tu penses vraiment à ta vie là, tu ne vas pas faire dépassement, tu ne vas pas faire mauvaise conduite, tout ça là. Il y a ce qui fait aussi la conduite d'Adjamé, mais il faut reconnaître même actuellement qu'on a des difficultés même à Adjamé pour conduire. Sincèrement, il faut reconnaître. La voie est rétrécie par les vendeurs avec les piétons. Donc ça fait que nous on ne peut pas bien garer, on est obligé de garer sur la chaussée pour décharger. Si les gars peuvent faire quelque chose pour nous, ça allait beaucoup nous arranger quoi. Pour pallier cette situation, un comité de régulation de la route a vu le jour à Adjamé Liberté. Depuis l'appel du gouverneur du district d'Abidjan, par rapport aux Jeux francophonie, on a essayé de créer une association où on habille les jeunes pour les mettre à régler la circulation. Tous véhicules venant de la Riviera, de Trècheville, sont obligés de venir faire le rond-point. Auparavant, quand ils venaient, dès qu'ils laissaient le pont, ils tournaient. Matin, c'est pour arranger la circulation, pour que les voitures roulent bien, pour faire avoir des désordres à Adjamé Liberté. La présence du comité de régulation de la route sur les voies de Mirador et de l'ex-cinéma Liberté d'Adjamé, une action saluée par les usagers qui souhaitent qu'elle soit soutenue par des personnes de bonne volonté pour le bonheur des populations. En image, les fortes pluies qui s'abattent sur l'ensemble du territoire font encore parler d'elles avec ses corollaires d'effondrement et de dégâts. À 15 km de Gagnois, le pont de Tipa-Dipa a cédé, une situation qui embarrasse les transporteurs. À présent, cette mobilisation des ONG contre le viol dans le Tongpi, la région épinglée pour son fort taux de cas de viol sur des mineurs. Mobilisation autour de la problématique de la protection de l'enfant. On annonce un complexe socio-éducatif à Zouaounian. Le compte-rendu d'Ève Boué, la correspondante de la RTI à Mans. Il y a de cela quelque temps, la sonnette d'alarme avait été tirée sur la recrudescence des cas de viol sur mineurs à Benoué. Viols après lesquels les coupables restaient impunis, les règlements se faisaient pour la plupart du temps à l'amiable et les victimes n'étaient pas toujours prises en charge, faute de structures adéquates. Mais les choses vont peut-être changer. Le gouvernement, les ONG, les acteurs de la plateforme de lutte contre les violences basées sur les genres, les autorités administratives, la chefferie, les élus et les enfants. Tous se mobilisent pour la lutte contre les cas de viol dans cette partie de l'ouest du pays. Et, tour à tour sur la place publique de Benoué, l'on se succède.
qui pour des communications sur les lois réprimant ce fléau, qui pour sensibiliser à la protection des droits des enfants. Et qui mieux que les enfants eux-mêmes pour en dire plus. La présidente du Parlement des enfants pour la région du Tonkpi plaide pour que les droits des enfants soient respectés et que des solutions adéquates soient trouvées aux violences qui leur sont faites dans cette région. Les enfants matérialisent leurs souhaits par ces pancartes expressives et des sketchs. Un signal fort pour la protection et l'épanouissement des enfants à Benoué. Nous avons mis en garde tout depuis le chef de canton, depuis les chefs de village, depuis les responsables communautaires, les églises, que quiconque ferait donc un jugement à l'amiable serait condamné et avec les auteurs. Le sous-préfet nous a dit, si vous trouvez des gens comme ça, envoyez-eux chez nous et puis on va les envoyer à la gendarmerie. Outre les cris de cœur et la sensibilisation, il est annoncé l'ouverture prochaine d'une structure adéquate à Zouagné pour la prise en charge holistique des victimes. J'ai les agents que j'ai affectés pour ouvrir un complexe socio-éducatif. Leur rayon d'action s'étend jusqu'à Benoué. Ne vous en faites pas. Donc, dès que vous avez un cas de violation des droits des enfants, il faudra tout simplement saisir le complexe socio-éducatif de Zouagné pour qu'ils viennent vous appuyer. Le combat n'est certes pas encore gagné, mais pour l'autorité municipale, c'est un pas de géant dans la lutte contre les VBG à Benoué. Notons par ailleurs que Caritas Man et le centre social de Djoulabougou de Man ont offert des dons en espèces et en nature à des survivantes de viols. Un mot de culture dans cette édition. Le ballet national reprend du service. Ce sera dans quelques mois. Témoin de la tradition et des cultures, le La a été donné pour la nouvelle dynamique. Elle sera impulsée par le célèbre chorégraphe Georges Momboy. Franck Wadio nous en dit un peu plus. Le ballet national, bientôt réactivé. L'annonce est faite et prendra forme juste après les 8e Jeux de la francophonie. Le ballet national, témoin de la culture et des traditions des peuples, la charge est confiée et confirmée pour Georges Momboy, chorégraphe averti, qui veut donner à ce concept une nouvelle dynamique. Et pour cela, il entend tout reprendre à la base, déjà par un appel à candidature pour le recrutement de formations artistiques et de danseurs. Le ballet national, premier chantier du ministère de la Culture et de la Francophonie dans sa politique de redynamisation des arts de la scène à l'échelle nationale. Après le ballet national, le chorégraphe va lancer le cirque de Côte d'Ivoire, une idée basée sur le savoir-faire local et un professionnalisme calqué sur les grands spectacles et cirques reconnus à l'international. Le troisième chantier est Abissamba, qui renvoie à un carnaval, danse et musique colorée, à l'image des carnavals brésiliens. La stratégie est de sédentariser les créateurs ivoiriens, puis d'exporter leurs créations, afin de mieux vendre la Côte d'Ivoire, une façon, selon le directeur du Centre national des arts et de la culture Élie Liazré, de marquer l'ambition de la tutelle de porter haut les couleurs culturelles ivoiriennes. Les premiers résultats de ce nouveau ballet national seront visibles dès le 8 février 2018. Code vestimentaire désormais strict pour les femmes fonctionnaires. En Ouganda, une directive du ministère de la fonction publique vient d'être publiée. Les fonctionnaires ougandaises ne peuvent plus porter de décolleté, des ongles longs, des cheveux teints. Elles devront porter des jupes au-dessus du genou. Et en Afrique du Sud, cette grand-mère, pas comme les autres, avec 500 médailles remportées lors de semi-marathon, la Mémé détient le record du monde dans sa catégorie d'âge. La marathonienne de 85 ans qui affole les compteurs. Regardez. Casquette vissée sur la tête, Deirdre Larkin est prête à braver le froid de l'hiver sud-africain. Il est 6 h du matin et elle est au départ d'une course de 10 km à Pretoria. Fondue dans la masse, elle ne passe pourtant pas inaperçue. Du haut de ses 85 ans, elle est la record woman du semi-marathon dans la catégorie des plus de 80 ans. Quand les gens me dépassent, parce que beaucoup de gens me dépassent, ils me saluent, ils me disent « Bonjour, on t'a vu dans l'émission Carte Blanche, on t'a vu à la télé. C'est toi qu'on a vu à la télé ?» Mais sinon, vous savez, on n'a pas le temps de discuter plus longtemps parce que tu as besoin de garder ton souffle pour la course. Peu avant ses 70 ans, son médecin lui diagnostique de l'ostéoporose. Après plusieurs années de traitement et après s'être essayée au yoga, sans succès, elle découvre avec son fils la course à pied. 7 ans plus tard, elle court 8 km, 3 fois par semaine, dans les rues de son quartier de Johannesburg et enchaîne les compétitions.
Je n'ai jamais pensé à mon âge, j'avais juste envie de courir. Ce sont les gens qui me disent tout le temps « tu es vieille, tu es vieille ». J'y pense maintenant, mais avant ce n'était pas le cas. Je me sens plus vivante, j'ai plus d'énergie. La vie de l'octogénaire ne se résume pas au marathon. Ancienne pianiste de concert, elle dispense des cours tous les après-midi dans un lycée privé de Johannesburg. Là aussi, la rigueur est de mise devant des élèves impressionnés. Après le cours, je suis souvent fatiguée parce qu'il dure longtemps. Des fois, on a des discussions où elle me motive. Ça me rappelle ses exploits et ça me fait penser que je peux aussi accomplir tout ce que je veux dans la vie parce qu'elle défie le destin. L'année dernière, Deirdre a participé à 65 courses, dont plusieurs semi-marathons. Elle espère continuer à courir aussi longtemps qu'elle pourra. Sacrée grammaire. La machine a remonté le temps à présent. 6 juillet 1917, nous sommes en pleine révolte arabe. Ce jour-là, Aqaba, ville portuaire stratégique de la mer Rouge, tombe aux mains des Arabes. L'opération est menée par Thomas Edward Lawrence. L'officier britannique connu sous le nom de Lawrence d'Arabie organise la révolte contre l'Empire ottoman. C'était le 6 juillet 1917. Votre éphéméride avec Moussa Konaté. La bataille d'Aqaba, livrée le 6 juillet 1917, a opposé l'armée ottomane à la révolte arabe menée par Oda Ibn Tayi et T.E. Lawrence et appuyée par les forces navales britanniques. Aqaba était un port occupé par une garnison turque dans l'actuelle Jordanie, pouvant menacer les forces britanniques opérant en Palestine. Les Turcs s'en servirent également comme base en 1915 pour attaquer le canal de Suez. Il fut également suggéré que l'émir Faisal prenne le port comme moyen pour les Anglais d'approvisionner les forces arabes. Bien qu'il ne prit pas lui-même part à la bataille, l'émir Faisal mit à disposition de Lawrence un grand nombre de ses hommes. Aqaba n'était pas en soi un obstacle militaire majeur. Il s'agissait d'un village simplement gardé par un fortin occupé par une garnison visant à prévenir une attaque par la péninsule du Sinaï. La difficulté principale de l'expédition était la traversée du désert du Nefoud, généralement considérée comme impossible. La bataille d'Aqaba se déroula en fait essentiellement à la forteresse ottomane d'Abou el-Issal, à mi-chemin entre Aqaba et la ville de Man. Un groupe séparé de rebelles arabes en coordination avec l'expédition avait pris la position quelques jours auparavant, mais un bataillon d'infanterie turque l'a repris. Ils attaquaient ensuite un campement arabe et tuèrent plusieurs d'entre eux. Ayant eu connaissance de ces faits, Oda lança personnellement une attaque contre les troupes turques le 6 juillet. La charge arabe fut victorieuse. La résistance turque fut faible, mais les Arabes massacrèrent par pure vengeance plusieurs centaines de soldats avant que leur chef puisse les en empêcher. Au total, 300 Turcs furent tués et 160 autres capturés pour seulement 2 tués et quelques blessés. Lawrence faillit lui-même périr au cours des opérations. Il tua maladroitement son dromadaire en lui tirant un coup de pistolet dans la tête et fut éjecté à plusieurs mètres lors de la chute. Oda également frôla plusieurs fois la mort. 6 balles traversaient ses vêtements sans l'atteindre, mais fracassèrent ses jumelles. Entre-temps, quelques navires britanniques se positionnèrent au large d'Aqaba elle-même et commencèrent à bombarder le fort. À ce moment, Lawrence, Oda et Nassi avaient rassemblé leurs troupes. Elles étaient désormais quadruplées, se montant à environ 2000 hommes. Les Bédouins des environs ayant désormais rejoint la rébellion à la suite de la défaite des Turcs à Lissal. Cette force contourna les lignes défensives d'Aqaba et reçut la reddition des troupes ottomanes du fort. Conséquence, la prise d'Aqaba permit le déplacement des troupes de Faisal plus loin vers le nord, où des opérations pouvaient dorénavant être menées grâce au support logistique britannique transitant par Aqaba. L'ouverture de ce second front permit également de soulager les Britanniques en Palestine et isola de facto les troupes ottomanes établies à Médine. Elle permetta également d'envisager la mise sur pied d'opérations militaires en Syrie et en Jordanie. Et pour clore ce journal, un mot sur les Jeux de la francophonie, jour J-15 pour les 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Abidjan. Ce sera du 21 au 30 juillet prochain, un rendez-vous mondial pour magnifier la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Fin de cette édition, bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.